Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'ai été un peu absent de YouTube pendant une bonne période parce que j'étais bien plus présent sur le réseau TikTok. Ça n'empêche pas que j'observais, je voyais beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, etc. Donc j'ai pris le temps d'analyser et aujourd'hui je me permettrai de donner mon point de vue sur le gros travail à effectuer de la part du ministère du Travail en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. En fait, beaucoup de Gabonais se plaignent aujourd'hui de l'absence d'emploi. La fonction publique apparemment a relancé l'emploi. Même la primature s'y est mise en faisant un appel à la candidature, je crois, de 80 individus. Bon, après, au Conseil des ministres, les recrutements ont fait jaser parce qu'il semblerait qu'il y avait l'accointance un peu trop familière par rapport aux nominations. Les gens estimaient que le Premier ministre, si on veut résumer, a bien trop recruté ses parents. À vérifier, à première vue, ça semble qu'on voit un peu l'assonance. Mais bon, pas rester là. Moi je suis sur le fait que je peux recruter toute ma famille si toute ma famille est performante. Amis, quand on dit famille, c'est amis, connaissances, frangins, etc. Maintenant, si c'est juste parce que les gars cherchent le travail et que vous êtes conscient qu'ils ne sont pas compétents, là maintenant, c'est discutable. Moi, mon souci vient surtout, comme je disais, du recours à la main-d'œuvre expatriée, qui est importante. Il faut reconnaître qu'il y a des postes dans nos pays où, malheureusement, nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée. Parce que on est très tendancier et saisonnier dans certains de nos pays. À une certaine époque, tout le monde voulait être comptable, tout le monde voulait être comptable. Ensuite, tout le monde a voulu devenir financier pour travailler dans les banques et avoir des taux de crédit préférentiels. Après la banque finance, tout le monde est devenu HSE pour travailler sur les plaques pétrolières. Donc, en sourdine, certains petits postes très lucratifs n'ont pas été investis sur la main-d'œuvre locale. Ce qui fait qu'au moment où les sociétés sollicitent ces postes, ben, il y a pour beaucoup de cas pas de main-d'œuvre qualifiée. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Maintenant, concernant la majorité, parce que c'est devenu un peu aujourd'hui comme une sorte de petite mafia. Je crée mon entreprise et Fata Management, vous appelez ça comme vous voulez. Et je sais que ma soeur est un ingénieur en marketing. Je l'emmène, elle est directrice commerciale. Moi-même, je suis DG, pour ne pas dire PDG. Mon meilleur ami ou mon beau-frère est un excellent comptable, il devient directeur financier. Bon, ma belle-sœur sait gérer plus ou moins les humeurs de mon frère, donc j'estime qu'elle peut être un bon DRH. Je la pose. Voilà. Nous sommes tous expatriés, nous avons créé l'entreprise dans votre pays, donc nous gérons nous-mêmes notre entreprise. Après maintenant, les petits techniciens, les techniciens de surface, les petits tâcherons, les chauffeurs, on va prendre quelques
Gabonais, en majorité, pour dire que nous sommes une entreprise citoyenne. Voilà un peu le game dans lequel on se retrouve dans certaines de nos entreprises. Fort heureusement, pas toutes. Et ça fait en sorte que vous travaillez dans une entreprise, vous êtes là et vous ne voyez que les personnes au top management défilent. Donc ça vous crée en fait cette petite frustration et vous vous posez des questions. Mais le top management là, est-ce qu'il y a un plan de carrière dans cette boîte où moi je vais décharger les conteneurs toute ma vie? Parce que vous verrez que dans la majorité des entreprises commerciales, la population la plus importante, ce sont les exécutants. Donc en général, les magasiniers. Ils déposent, ils reposent, ils font les inventaires, nanani, nanana. Et c'est des postes où malheureusement, on estime que les gars n'ont pas besoin de grande formation. Quelqu'un organisé, quelqu'un sait lire, écrire, compter, fait preuve de logique, c'est bon. Les magasiniers, c'est tout un art, c'est tout un métier, c'est toute une formation. Et même quand par malheur, vous avez un gars qui a fait gestion des stocks, qui a sa petite licence ou son BTS, vous allez le recruter en magasinier, exécutant. Attendez, à un moment donné, quelqu'un qui a un bac plus, faut pas déconner. Bon, c'est vrai qu'avec les doctorats maintenant qu'on prend en 2, 4, 6 là, le bac n'est plus aussi lourd. Quand tu as un niveau bac, c'est comme à l'époque tu avais plus ou moins un niveau BPC. Donc voilà, mais quand même. Quand l'inspection du travail, le ministère du travail aussi reçoit un peu tous ces dossiers-là, il regarde les organigrammes, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle en comptabilité un rapprochement. C'est-à-dire que vous croisez ce que l'organigramme vous dit et la réalité des faits. Je pense que pour moi, ce serait comme ça. Il y a du travail à faire au ministère du Travail. Je ne vais pas dire que les gens du ministère du Travail, les inspecteurs sont paresseux. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois on les sollicite, combien de fois ils doivent gérer les conflits avec les Chinois, les Libanais, les Indiens, et j'en passe. Mais il faut qu'on crée vraiment des unités de terrain à qui on donne les moyens pour faire des contrôles périodiques. C'est-à-dire que c'est comme la procédure, il faut qu'on mette en place cette procédure-là. Quand vous voulez licencier un salarié protégé, ça vous prend au minimum 1 mois si vous êtes rapide. Pourquoi? Parce que le salarié est protégé. Il faut que vous, l'employeur, vous fassiez une demande de levée de sa protection. Et pour la faire, il faut envoyer une correspondance au ministère du Travail qui va envoyer un inspecteur qui va venir écouter le point de vue du salarié protégé. Le salarié protégé, c'est soit un membre du CPCES, soit un membre du CSST, soit un délégué du personnel, soit un représentant du personnel CSST, soit une femme enceinte. Donc, il doit écouter sa version des faits. Il doit écouter la version des délégués de l'entreprise. Et il doit écouter la version de la direction. Ensuite, faire la synthèse et croiser en fait tous ces points de vue afin d'en tirer sa propre conclusion. Et de dire, au regard de tout ça, vous recevrez un courrier de la direction de la réglementation du travail. Au regard de tout ça, nous estimons que oui, vous pouvez licencier ce salarié. Il était protégé, certes, mais il est venu, il était en état d'ébriété alors qu'il travaille sur une plateforme pétrolière. On ne peut pas le garder. Surtout que c'est récurrent. Parce que il faut consulter, comme dans toute chose, consulter le dossier.
C'est-à-dire, regardez scrupuleusement, il est arrivé en quelle année? Il a fait combien de temps? La période d'essai a été concluante. On l'a pris en CDD. Il est passé en CDI. Il a eu combien de promotions? Il a eu combien d'augmentations? Parce que scruter un dossier, c'est pas seulement scruter les sanctions. C'est aussi, à mon humble avis, regarder aussi les promotions, les augmentations. Il faut essayer d'étudier la psychologie du collaborateur afin de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé. D'où l'importance de l'échange avec lui. Il y a peut-être des choses qu'il ne dit pas à ses délégués du personnel et à ses patrons. Il a peut-être des soucis familiaux. Peut-être qu'il a fait l'enfant dehors là-bas, ça chauffe. Donc il est obligé de boire pour gérer un peu les humeurs de madame à la maison. Peut-être. Il y a beaucoup de choses, il faut qu'on essaye de comprendre la psychologie. Et on regarde là, on dit, bon oui, lui on doit le virer. Bon lui, il a déconné, mais il fallait aller sur une mise à pied peut-être de 8 jours. C'est pas quelqu'un qui n'a jamais eu de sanction se réveille un matin, on le vire. Sauf si c'est une faute lourde. Dans ce cas, une faute lourde, c'est une faute faite intentionnellement dans le but de nuire l'entreprise. Vol, destruction de matériel, transmission, espionnage industriel, tout ce que vous voulez. Ça là, c'est pas négociable. Encore faut-il le démontrer parce que la personne peut vous contester en disant que c'est pas une faute lourde, c'est une faute grave. Parce que certains employeurs plongent sur ça pour virer rapidement parce que faute lourde, le gars n'a rien. On ne paye pas les congés, on ne paye pas l'ISR, donc l'indemnité de service rendu, ou l'IL, l'indemnité de licenciement. Donc le gars n'a rien. Donc on devrait faire en fait, pour revenir au ministère du Travail, des enquêtes. Je sais qu'on fait des enquêtes, mais mon point de vue, et j'espère que je me trompe, c'est que les enquêtes sont trop légères. C'est comme si on faisait les choses un peu comme au quartier. C'est-à-dire, moi je suis ministre, toi tu es mon élément, tu me dis que bon, tu as ta petite au quartier, elle est sérieuse, elle ne fait rien. Parfois elle est sérieuse. Dès que le dossier arrive, bon, tu signes les yeux fermés. Tu ne regardes pas que, oh, mais là-bas on l'a enlevé pour vol. Là-bas elle a fait la bagarre avec la patronne, là-bas. Donc pour moi, c'est en fait à ce niveau-là où il faudrait que dans les différentes équipes techniques du terrain, quand vous m'envoyez un dossier pour la demande d'autorisation ou de renouvellement, mais allons d'abord sur l'autorisation. La demande d'autorisation d'emploi de main-d'œuvre étrangère. Faites-moi tout votre argumentaire. L'organigramme, là, on peut mettre tout et n'importe quoi. Prenez une équipe, prenons le temps. Il y a des bons expatriés dont on a réellement besoin. Donc, prenons le temps d'analyser son CV, d'appeler ses anciens employeurs, de, comment dire, on devrait même peut-être même, bon, je ne vais pas dire le casier judiciaire peut-être, mais on devrait au moins regarder, faire un croisement, c'est-à-dire que même au-delà de la candidature, vous avez regardé son CV, oui, c'est pas un paysan de la campagne qu'on est venu emmener ici pour mater les Gabonais, non. C'est vraiment un ingénieur sérieux qui a fait ses preuves, qui a travaillé là-bas. Oh oui, dans les... Fine. Maintenant, on décortique l'organigramme, et spécialement le département où le gars va exercer. Son adjoint, c'est qui? Si la personne aura réellement un adjoint qui va former, dans ce cas,
Quand on fait le contrôle, on regarde. L'adjoint est vraiment là, il existe vraiment, ou bien il existe seulement sur l'organigramme. Dans la réalité, est-ce qu'il y a le Gabonais qui... Oui, il est là. De facto, on sait que le gars là vient pour 2 ans. Il vient, il fait ses trucs, et dans 2 ans, il n'est pas machin. C'est tout. Dans 2 ans, quand vous nous ramenez le dossier là pour renouvellement, on a déjà mis en rouge que à ne pas renouveler dans 2 ans. Il fait ses 2 ans, il part. C'est tout. Maintenant, on ne peut pas imposer la promotion parce que c'est quand même une entreprise. Si maintenant le ministère va rentrer dans un système où il va dire que tu avais dit que tu devais faire la promotion de celui-là, fait, non, c'est pas comme ça qu'on va aussi fonctionner. Là, ça devient maintenant la dictature. Pas fonctionner. Toutefois, il faut qu'il y ait, comme je dis, des contrôles. Le gars qu'il formait là, quand vous allez faire la demande de renouvellement, on va mettre refus sous réserve. Vous nous justifiez par A ou par B que bon, effectivement, le gars qui forme, c'est pas encore ça. Nous sollicitons peut-être exceptionnellement machin. Mais en fait, il faut qu'il y ait de la cohérence. On ne comprend pas que quelqu'un qui vient pour 2 ans, peut-être renouvelable une fois, se retrouve à faire 10 ans. Exceptionnellement, le DG, oui, c'est tout. Mais le DRH, on doit exiger Gabonais. Parce qu'il y a des dossiers subtils, il y a des réalités locales qu'un expatrié ne peut pas comprendre. Il va venir, à tort ou à raison, avec la mentalité d'où il vient. Mais il y a des réalités propres au terroir, en fait. Il y a des sensibilités liées à nos différentes coutumes qui font en sorte que, pour telle situation, il faut traiter les ressources humaines de cette manière. Tu ne peux pas être trop... parce que là, voilà. Dans le pays d'où tu viens, oui. Mais non. Ici, tu ne peux pas. La finance, attendez les gars. Combien on a de grandes écoles? On a plein d'écoles même qui sont en partenariat avec les entreprises. BGFI en est un exemple aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un expatrié va faire au poste de directeur financier? Caché. Il n'y a rien à cacher. Si vous êtes une société anonyme, forcément, dans tous les cas, les commissaires aux comptes indépendants auront accès à vos informations financières. Donc, il n'y a rien à cacher. Ça, c'est... Donc, vous préférez cacher les choses à un Gabonais qui travaille dans votre entreprise au détriment de commissaires. Ça n'a pas de sens. Si on est une entreprise qui se veut citoyenne, vous voulez cacher quoi? Les marges, les bénéfices, les profits. Il faut être dans une totale transparence. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont dépassés, quoi, dont on peut se passer aujourd'hui. Prenons le temps d'envoyer des équipes de contrôle avant de valider l'autorisation d'emploi. C'est-à-dire, bon, on a besoin de lui, on regarde, il y a bien un collaborateur, oui. Sur le papier, les entreprises font le job. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, sur le terrain, même ça paraît même complètement illogique. Pourquoi recruter de manière constante la main-d'œuvre expatriée à tel poste? C'est-à-dire que nous-mêmes, au ministère du Travail, on ne se pose pas les questions. On a fait une demande, machin. Ça fait 10 ans que ce poste-là, il n'y a qu'un expatrié. Mais on continue à valider. 10 ans, ça veut dire que
Le Gabonais qu'on forme là, pour 2 ans, quoi, il n'arrive jamais à atteindre les objectifs. C'est quoi le projet? C'est en fait ça. On doit se remettre en question à ce niveau. Se disant, mais on forme, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il faut bien qu'on sache. Il y a quelque chose qui tape. Donc moi, en fait, c'est dans ce sens-là. Il faut qu'on fasse des contrôles. La paperasse, là, on reçoit, on sait. Il donne les CV des gars, il donne nanana, il y a la demande du directeur général et tous ces trucs, il y a les certificats d'hébergement et tous ces machins. Oui. Mais il faut que derrière l'inspection du travail mette les moyens pour envoyer des équipes sur le terrain. Si quand on doit virer les Gabonais, les salariés protégés là, on trouve le temps d'envoyer des équipes pour entre griffes boucler un dossier en 1 mois et plus. Il n'y a pas de raison qu'en 1 mois et plus ici, on ne puisse pas faire des contrôles. On vient, on regarde, oui, l'organigramme. Ok, monsieur tel est où? Oui, vous êtes là. Oh, ok, c'est pas un gars fictif. Effectivement. Bon, actuellement, comment se passe votre immersion machin? Quels sont les objectifs qu'on vous a déterminés? Dans 2 ans, ceci, cela. Voilà. Ça, c'est des enquêtes qu'on doit faire pour le renouvellement. C'est-à-dire, bon, vous avez accordé le bénéfice du doute, il n'y avait pas un gars assez compétent localement. Vous avez fait venir l'autre en urgence. Maintenant, curieusement, 2 ans plus tard, quand le contrat, l'autorisation expire, vous nous demandez un renouvellement. Pourquoi? On fait encore une enquête. Bon, dans vos demandes, vous aviez argumenté que voilà la personne qui devait former. La personne est encore dans l'entreprise, oui. Bon, maintenant, c'est quoi le projet? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que le collaborateur local, soi-disant formé au passage, va se voir encore sous la supervision? Il faut 4 ans pour le former. C'est quoi, un ingénieur nucléaire ou bien je ne sais pas. Donc c'est ça. 29, ça doit être 2 ans. Point barre. On fait 2 ans non renouvelable. Renouvelable sous dérogation si on arrive à vous démontrer que... Je prends un exemple simple. On a pris l'ingénieur expatrié. Il forme le Gabonais est formé, mais il décide d'aller se vendre ailleurs. Il a subi la formation, il est déjà, comme on dit, bon. Et voilà, le gars il décide d'aller vendre ses talents ailleurs. Oui, là on vous renouvelle, puisque le gars n'est plus là. Donc, on comprend. Là, même je suis ministre délégué du travail, je regarde, on sort, on contrôle le dossier. Ah, effectivement. Je ne suis même pas sûr que le ministre même, c'est surissime seulement. C'est les directeurs, machin là, je pense qu'ils gèrent ces histoires-là. Mais non, il faut se remettre en question. Est-ce que tous les gars là que je vois dans les sociétés là, on contrôle vraiment leurs dossiers? Surtout les dossiers de renouvellement. L'embauche, c'est facile. J'ai créé ma structure, je demande des profils high-tech, il n'y a pas. Mais il faut que je sache que quand je prends le high-tech de l'extérieur, il est là pour 2 ans. Et les 2 ans là, il doit me former le local. Parce que comme je dis, c'est quand même fascinant que un pays comme le Gabon n'arrive pas à transformer. On exporte les matières premières depuis Cana. À un moment donné, on doit aussi penser à la transformation. Parce qu'un pays qui ne transforme pas, voilà. Il va toujours dépendre des bonnes humeurs du marché extérieur. Quand il y a guerre en Ukraine, quand il y a ceci, quand il y a grippe aviaire, il subit. Nous-mêmes, on n'arrive pas à réfléchir pour se poser des questions.
Voilà, aujourd'hui, on vend l'huile au Cameroun. Non, le Cameroun quand même dépend quand même un peu de nous au niveau de l'huile. L'huile de lame. Même si là encore je me pose des questions, est-ce que c'est le surplus qu'on vend ou bien parce que on était arrivé à un niveau, j'avais l'impression, c'est une impression, comme chanter à Akhenaton, juste une impression. On avait l'impression qu'on privilégiait d'abord l'exportation vers le Cameroun au détriment de la population locale gabonaise. Juste une impression. Donc c'est complexe. Mais tout ce qu'il faut, c'est des contrôles. Le pauvre ministre, on vient, lui dépose des dossiers. Oui, tout a été vérifié. Ok, ici, ne sachant pas que quand ici, là, il bloque la promotion de beaucoup de jeunes cadres gabonais. Les Gabonais ne vont pas être des exécutants toute une vie. Bien entendu, il y a des entreprises qui se comportent bien. Vous arrivez, vous avez quand même une bonne population de cadres. Et ça monte. Il n'y a pas trop d'expatriés. Le gars, il vient, il forme, il part. Vous avez de très bonnes entreprises, vous avez des Gabonais qui forment très bien des Gabonais. Donc, ils n'ont même plus besoin de main-d'œuvre expatriée. La personne qu'il faut au poste qu'il faut. À des postes, on n'a plus besoin de tous ces gens. Avec tout le respect que je leur dois. On n'a plus besoin. Ou si on a recours, mais qu'on fasse comme l'autre avait dit, l'immigration choisie. Tu viens, tu apportes ce que tu as apporté et puis tu pars. Tu peux même faire le tour des sociétés. Bon, tu as formé là, tu as fait tes 2 ans là. Bon, ici c'est plus bon. Tu vas dans l'autre société. Bon, ici c'est plus bon. Tu vas dans l'autre société. C'est tout. L'entreprise gagne même. Parce qu'elle économise les billets d'avion, les écoles des enfants et tous les nanani nanana. Une entreprise, ça doit pas être un endroit pour les coquins. Coquins, copines. Bref. Ça doit être un système objectif qui met d'abord le garant de pas rentrer dans les histoires où on perd du temps là. Vas-y mon ami. Oh, la conduite en saison de pluie. Tu peux entendre qu'il y a un carambolage quelque part ou un machin. Quand il pleut comme ça, là, on ne doit même pas rouler vite, on doit rouler au bas. La chaussée glisse. Surtout dans nos quartiers là, bizarres, là, comme dans machin. J'ai changé mes freins hier. Avant-hier. Voilà un peu mon point de vue par rapport au cours à la main-d'œuvre étrangère. Qu'elle soit un peu mieux contrôlée. Avant de valider là, faites tous les contrôles. Assurez-vous que les organigrammes qu'on vous donne là sur papier, ça match. Vous envoyez des équipes qui viennent regarder. Est-ce que vraiment, surtout dans le cas des renouvellements, une carence c'est facile à dénoncer. Mais un renouvellement, première question que vous devez vous poser, c'est que le Gabonais qui devait former durant les 2 ans là est où? Et ça ne peut se répondre qu'en ayant l'entretien, la confrontation avec le concerné. Bon, nous, on nous a envoyé dans l'organigramme que tu étais l'adjoint de tel. Si maintenant, l'entreprise, quand on regarde comme ça, on se rend compte que dans l'échange que... Mais moi, je n'ai jamais été adjoint. Je n'étais même pas au courant que vous m'aviez mis à ce poste là dans l'organigramme.
bon, officiellement, voilà ma fiche de poste, voilà mon contrat, bon, on sort le contrat de travail. Voilà mon contrat de travail. Mais vous dites que je suis adjoint du type là. Non. Vous voyez bien le GABS. Vous voyez bien les cas de catégorie. Je vais être son adjoint. Vous êtes sûr qu'en 2 ans, ce poste-là, je vais y accéder. Dès que vous vous rendez compte que là, vous sortez le cachet rouge où c'est marqué refus, vous stampez, boum, projet. Ils vont se débrouiller à mettre le turbo dans la formation du type là. Et quand vous bloquez comme ça, vous bloquez même le nouveau recrutement. Il n'y a pas de nouveau recrutement. Parce qu'on ne va pas aussi accepter que de manière constante vous changez. Non, 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 non. Quand vous avez donné l'accord pour former le gars 2 ans. Donc, pendant les 2 ans là, l'autre il faisait le taf. Peut-être même le fameux adjoint là, il ne se croisait même pas. Donc, quand vous regardez, quand vous bloquez, vous dites non, on refuse. On refuse. Pas de dérogation. Moi, c'est comme ça la manière la plus simple. Comme ça. Même vous-même, au sein même de l'entreprise. Ça montre même à quel point vous êtes professionnel. Quand les salariés vont commencer à dire oh trop c'est trop, ceci, cela. Bon. Voilà notre structure, voilà le profil dont on avait besoin. On n'avait pas ce profil, on a fait une demande. C'est là. La correspondance est arrivée, le ministère a validé. C'est là. Bon. Maintenant, nous sommes en train de faire la formation de votre collaborateur. Le gars, il est là, il vient, c'est temporaire. Ah, ok. Et puis, à la fin, vous évaluez le gars, il est bon. L'autre est parti, il a fait sa mission. Si aussi vous arrivez à démontrer à travers les entretiens annuels d'évaluation que, bon, il nous faut encore un peu de temps pour, exceptionnellement, on vous donne 1 an, pas plus. Pas qu'on va renouveler 2 ans. Dans 1 an, le type là part. Ça veut dire qu'on a déjà mis même l'alerte au CEDOC. Celui-là doit faire un visa de sortie. Comme on fait en France là, quand vous partez pour les vacances, la préfecture vous fiche que pour lui là, il n'a pas pris l'avion. On commence à chercher. Bon, qui avait fait le certificat d'hébergement? Donc, si on procède comme ça, il n'y a aucun souci. Les gars vont se mettre au pas. Ils vont bouder un peu, mais bon, au bout d'un certain temps, ce sera fini. Ils savent que, oh, lui là, c'est 2 ans, le ministre là, le ministère là ne blague pas, c'est 2 ans, machin. Les 2 ans, il va travailler comme un cheval, il va former, il dégage. C'est tout. Il faut que nous-mêmes, nous soyons professionnels et conscients. Si on nous perd comme ça, les gars ne vont plus s'amuser. Bon, il y a certains qui seront en forêt là-bas parce qu'il y a d'autres petites astuces. Vous avez des gars, ça moi-même je l'ai vu il y a 10 ans, quand je venais de rentrer. Vous avez des gars qui viennent avec des visas circulaires. En fait, ils viennent avec comme motif des missions. Bon, je pense que c'était le visa circulaire, c'était quoi? Je pense 180 jours, un truc comme ça. Bref. Quand tu viens pour une mission, déjà, tu n'as pas l'autorisation d'emploi. C'est déjà. Donc, tu viens, tu fais ta mission. Ta mission, ça peut être une mission de formation. Au niveau des formalités de visa, le président de l'Assemblée nationale, c'est le nouveau ou c'est l'ancien? J'ai vu la voiture avec panneau. Donc il y a peut-être. Ah non, c'est nouveau. Donc c'est dans ce sens-là.
Tu viens pour une mission, tu fais ta mission, tu pars. Tu as des frais de mission, mais tu ne peux pas toucher un salaire. Donc beaucoup de ninjas là arrivent ici, ils viennent en mission. Et après, ils voient que le pays est doux. Ils se retrouvent curieusement avec des autorisations d'emploi, des cartes de séjour et tout ça. C'est un peu... C'est assez complexe. Il faut un peu qu'on essaye d'assainir ce milieu-là. On assainisse ce milieu. On accepte la main d'œuvre étrangère, on n'a rien contre. On a besoin de passer valer la face. Il faut juste que ce soit mieux régularisé, mieux contrôlé, de sorte à ce que ça ne crée pas des tensions sociales en fait. On va créer des tensions sociales. Alors, je suis grippé donc mettre la clim là dans la voiture, c'est booster encore le virus. C'est là que je n'aime pas les médicaments, on aime avaler des choses que je dois avaler là. Voilà, donc c'était un peu mon point de vue, mon partage d'expérience pour aujourd'hui. Le ministère du Travail n'est pas équilibré, mais de mon point de vue, il y a certaines petites choses qu'on devrait essayer de faire qui va un peu rassurer tout le monde. Ça va un peu calmer les ardeurs des gens. Voilà. Quand c'est bien expliqué, les choses fonctionnent. Quand c'est bien justifié, il ne faut pas se plaindre. Mais quand on donne l'impression que c'est... Il y a les uns, il y a les autres. Donc dès qu'il y a une inégalité, automatiquement il y a une révolte. Ça démarre toujours de là. Soyons professionnels, faisons les choses avec des bons contrôles, des bons check-ins. À justifier les actes et les actions que nous faisons. Bon, ça fait bientôt 1 heure que je suis dans l'embouteillage là. Là, je commence à peine